Bonjour à tous. Désolée de ces quelques minutes de retard. Les live sessions de Niort Numérique, c'est un événement 100% digital. Et on a eu un petit souci technique, mais nous voilà. Donc les live sessions de Niort Numérique, ce sont des webinaires, des conférences, des débats qui vous sont proposés depuis lundi et jusqu'à demain. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Jeannot et Christine Citeau, donc qui vont nous parler de la perspective de nouveaux modèles économiques, notamment au travers l'économie de la fonctionnalité. Donc Christine, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur ces sessions. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter Isabelle Jeannot de Necoe, avec qui j'ai le plaisir, moi, de collaborer. Donc, Isabelle est basée à Orléans et fait partie du cluster Necoe. Elle vous en dira plus. Et je suis, à titre personnel, la représentante de Necoe sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai également le plaisir de faire partie du réseau EdTech, puisque au travers de ma société Escale Créative, j'interviens sur tout le volet création numérique et pédagogique. Voilà, donc je vais laisser la parole à Isabelle. C'est parti. Bonjour, merci Christine et Lisa. Merci de m'accueillir à Niort d'Orléans. Donc effectivement, je suis la directrice de Necoe. On est une association. Ce que l'on va faire, comme on a des petits problèmes techniques, je vais devoir demander à Christine pour moi de changer la présentation au fur et à mesure. Donc si tu peux déjà changer, Christine, sur l'intitulé de la session. Donc notre intitulé aujourd'hui, c'était effectivement « Vendez de la valeur, non du volume ». Donc en tant que on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? En tant que spécialiste, pour nous, de l'innovation par les services, c'est un peu notre quotidien. Pour autant, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aborder ce sujet-là sous un angle un petit peu différent, en tout cas beaucoup plus motivant et porteur, qui est celui du développement durable. S'il te plaît, le prochain. Mais avant ça, ce qui est important, c'est que on va pas en une demi-heure pouvoir vous faire couvrir tous les aspects de cette idée de vendre de la valeur au lieu du volume. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'était déjà de vous faire comprendre qu'on est vraiment dans un changement de mode de pensée pour un changement de mode d'action. Et à partir de là, ça va nécessiter du temps à chacun pour pouvoir s'approprier tous les éléments qui sont propres à cette idée de vendre de la valeur à la place du volume. Donc pour la suite, s'il te plaît. Alors, ce que je vous propose, c'est de couvrir ce sujet-là en deux temps. Un premier temps, c'est de faire un retour d'expérience de 3 entreprises qui sont dans le numérique. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de passer au travers de quelques éléments puis un petit peu une consolidation des expériences passées et en cours de ces 3 entreprises. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller vers ce modèle-là, il y a toujours un point de départ. Et le point de départ, c'est déjà le dirigeant. Évidemment, puisqu'il est question de stratégie d'entreprise derrière cette idée-là. Donc c'est le dirigeant, et puis ce dirigeant, il va à un moment donné vivre quelque chose dans son expérience de dirigeant qui va faire qu'il va vouloir se questionner. Quels sont ces différents déclencheurs? Ça peut être un état d'esprit, une curiosité, une ouverture d'esprit, une envie de mieux pour soi, pour son équipe, pour son entreprise. C'est typiquement ce qui est arrivé aux dirigeants de Quadra Diffusion. Un autre aspect, ça peut être une situation difficile. Un cahier des charges incomplet, des objectifs pas clairs, un client qui sait pas ce qu'il veut, ou l'équipe sue sang et eau pour répondre à la demande, pour finalement livrer une solution qui ne plaît ni au client ni au prestataire, et où globalement, financièrement, c'est pas retrouvé. Donc vraiment une grosse frustration pour les deux parties. Ça, c'est ce qui est arrivé aux dirigeants, aux associés des fabricants, qui ont eu un gros souci client et qui se sont dit, mais plus jamais ça. Et puis un autre aspect, ça peut être un épuisement. Un épuisement, c'est-à-dire une sorte de ras-le-bol. Ras-le-bol de toujours parler d'argent, ras-le-bol de toujours essayer de décortiquer, de comprendre des cahiers des charges qui sont pas toujours très clairs. Ras-le-bol d'être une entreprise du numérique où on nous demande de l'agilité alors qu'on a en face un client qui n'en a pas. Ras-le-bol de façon de travailler en one-shot où on s'inscrit pas dans le temps avec le client. Tous ces éléments-là qui finalement, au bout du bout, vont amener le dirigeant à souhaiter autre chose pour son entreprise. Donc comment on va s'y prendre? Déjà, il y a un point de départ. C'est pas de partir d'un rêve, d'un désir souhaité. C'est de partir de ce qu'on a aujourd'hui, de partir de l'existant. Et donc la première entreprise, ce qui est en fait propre à la raison d'être. C'est un sujet très à la mode en ce moment, mais c'est absolument clé.
c'est se poser la question de se dire finalement tout ce que l'on fait, notre métier, à quoi ça sert? Quel service ça rend? Et puis qu'est-ce qu'on a envie nous d'apporter comme contribution? Quel sens on veut donner à notre activité? Donc c'est vraiment une introspection basée sur un vécu d'entreprise pour se dire mais voilà, quelle est notre raison d'être? Et c'est à partir de cette raison d'être que l'on va construire une vision et une stratégie pour livrer cette vision. Christine, tu peux actionner s'il te plaît le prochain. Le deuxième aspect, tu peux y aller, c'est une prise de recul sur son modèle économique, sur comment aujourd'hui on délivre aux clients. Donc c'est pas réfléchir à quel est notre business model, en tout cas notre source de revenus, mais c'est regarder l'intégralité de son activité. Quelle est notre offre? Comment elle est construite? Comment elle se différencie des concurrents? Est-ce qu'elle se différencie des concurrents? Comment on s'organise en interne? Est-ce qu'on est efficace? Comment on vend aujourd'hui notre proposition? Donc c'est vraiment faire cette vision globale du fonctionnement de l'entreprise, de différentes dimensions de son activité, mais avec aussi la volonté d'identifier les freins et les limites et les impasses dans lesquelles l'entreprise va s'engouffrer, afin de se dire, dans tout ce que l'on va essayer d'initier demain, il va falloir essayer de sortir de ces impasses, de s'en débarrasser. D'accord? Donc slide suivant. Donc, qu'est-ce que ça a été pour ces entreprises? Donc, dans cette idée de sortir du modèle dominant, c'est-à-dire le modèle dont elles avaient marre, pour être concrète, il y a plusieurs dimensions. Alors là, ce que vous voyez dans le slide, c'est effectivement, il y a 3 dimensions. Par contre, il n'y a pas de logique. C'est pas l'un avant l'autre. Et c'est le cas de Quadient qui, finalement, au travers des logiciels qu'ils développent, propose des facilités de décision. En effet, sur le marché de l'affichage publicitaire, ils sont plutôt bien positionnés, donc ils ont un bon tiers du marché. Et aujourd'hui, leurs logiciels permettent de collecter une masse de données assez importante. Et leur idée aujourd'hui, c'est de dire, aujourd'hui, ces données, en fait, ce sont des connaissances. Quand on va les associer à un environnement et des contextes, ça va donner des connaissances qu'on va pouvoir partager avec le client pour lui permettre de prendre des bonnes décisions. L'exemple que cite souvent le dirigeant de cette entreprise, c'est typiquement un changement de réglementation qui peut arriver sur l'affichage publicitaire. Eh bien, aujourd'hui, il prétend que grâce à cette connaissance qu'il a de son client, de son environnement et des informations qu'il a au travers des logiciels, il est en mesure de lui donner l'impact de cette réglementation sur son modèle économique et son activité. Donc, on voit bien qu'on n'est plus du tout sur de la ligne de code ou de la réponse au cahier des charges en nature d'offre au client. Le deuxième axe, c'est non, tu restes s'il te plaît. Le deuxième axe, c'est rester sur les ressources et les pratiques, c'est travailler sur les ressources et pratiques de travail. C'est là, on est plus sur comment en interne finalement des fabricants, ça a été de révéler la valeur qui est créée par le travail des membres de l'équipe. Ça se traduit comment? C'est assez simple. En fait, cette entreprise, quand elle travaille, à chaque mois, elle envoie à son entreprise, à son client, un état très précis du temps passé pour chacune des missions qui ont été réalisées pour développer sa solution. Et c'est au quart d'heure près. Et c'est toutes les responsabilités dans l'entreprise, le développeur, le chef de projet, etc. Donc l'entreprise sait exactement ce qu'elle va payer et le travail qui a été réalisé. Et elle va jusqu'à rajouter dans ce devis qui en fait va donner lieu à la facturation une page supplémentaire où ils vont faire ressortir tous les éléments spécifiques inattendus de valeur qu'ils ont eu à mener pendant le mois et qui finalement apportent une meilleure efficacité dans leur mode de travail. Typiquement, ça peut être un développeur qui a passé 10 minutes avec le client de son client pour essayer de bien comprendre les impacts de la solution qu'il va développer sur ce client-là. Tous des éléments comme ça. Donc, révéler vraiment la valeur du travail réel. Un autre aspect, c'est tout simplement de mettre en place des rituels de travail un petit peu différents. Dans le cadre toujours des fabricants, ce qu'ils font, c'est que chaque lundi, chaque collaborateur en réunion d'équipe vient avec un post-it bleu. Le post-it bleu. Et sur ce post-it bleu, il met en avant un fait marquant de révélation de valeur qu'il a fait. Une chose qu'il a faite qui n'était pas prévue, qui a fait avancer le projet. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'à la fin du mois, on va pouvoir consolider tous ces éléments auprès du client. Et puis enfin, le dernier aspect, ça peut être aussi de travailler sur un autre niveau relationnel avec ses clients et de rentrer plus dans un mode de coopération et de partage de la valeur.
Dans le cas de Tekin, par exemple, comme ils sont vraiment sur une position de bureau d'études, ils passent énormément de temps à faire de la recherche et développement. Et cette recherche et développement, elle sert aux clients à qui c'est destiné. Elle demande énormément de temps, elle n'est pas forcément toujours facturée. Et finalement, le résultat va pouvoir être transposé partiellement en des petites briques que Tekin va pouvoir vendre à d'autres clients. Et c'est à un moment donné rentrer en coopération avec le client initial pour finalement que les travaux de R&D qui ont été faits pour lui servent à d'autres clients et que la valeur que Tekin a générée puisse être partagée entre les deux parties prenantes. Dans le cas des fabricants, c'est complètement différent. Eux, ils font une maintenance assez particulière. Évidemment, comme ils gèrent des logiciels, développent des logiciels, ils assurent la maintenance évolutive de ces logiciels. Et en fait, la façon dont ils fonctionnent, ils se mettent d'accord très en amont avec leurs clients sur un montant de maintenance annuel. Admettons, pour cette année, ça sera 20 000 euros. Et l'engagement qu'ils ont, c'est que s'ils font moins que ce qui est prévu, l'écart sera partagé entre les deux, entre le client et entre le fournisseur. L'intérêt que ça a, c'est que ça challenge les équipes internes des fabricants à donner le meilleur d'eux-mêmes et à limiter le plus possible des activités de maintenance, et donc ça les oblige à travailler du mieux possible, parce que ils vont partager la valeur non dépensée. Et pour le client, ça le force aussi à solliciter vraiment son prestataire que sur des choses très précises, donc de réfléchir quand il va avoir des besoins de maintenance à ce qu'il demande, puisque lui-même aussi a un intérêt à dépenser moins, puisque l'économie qu'il va faire sera partagée avec son prestataire. Donc évidemment, ce sont les exemples de ces quelques entreprises. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Évidemment, ce n'est pas que ça. Mais c'est pour vous donner un petit peu quelle forme ça peut prendre et sur quels axes on peut travailler. Sur la suite, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Évidemment, ça ouvre plein de nouvelles perspectives à l'entreprise. Alors, des perspectives attendues, puisque l'idée, c'est quand même d'assurer la survie, le développement et la pérennité de l'entreprise. Je vais prendre le relais ayant temporairement perdu nos amis d'Orléans qui, comme vous le savez, en ce moment sont en zone rouge Covid. Donc, peut-être qu'il y a même des barrières numériques autour d'Orléans pour limiter la connexion. Simplement pour vous dire qu'effectivement, les différents éléments qui sont proposés permettent de modifier, comme l'indiquait Isabelle, la relation client, puisqu'on est véritablement dans une relation de confiance, une relation qui s'inscrit dans la durée. On est vraiment sur une logique de coopération. C'est une manière différente d'aborder l'activité et à la fois dans la relation avec le client, mais aussi en interne, la manière dont on la conçoit, dont on la construit, dont on l'élabore. Et c'est aussi une idée de travailler l'activité dans la durée et pas en one shot. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Dans la relation avec le client, on reste bien évidemment dans une relation commerciale, mais pas que, puisqu'on est en crédibilité, en confiance. Donc, c'est vous dire que c'est pas aussi un modèle qui s'oppose, le modèle qu'évoque Isabelle en termes de perspective. C'est aussi un modèle où on est dans une logique économique, un modèle économique, et on est bien dans une logique de croissance et de développement des activités. C'est pas parce qu'on change la relation et le mode opératoire et la manière de travailler et de coopérer avec l'ensemble des parties prenantes qu'on est aussi dans l'idée de ne pas être dans une logique de croissance. Mais c'est une croissance autrement et véritablement différente. On est vraiment dans une logique de co-développement. Absolument, de co-développement, de coopération, de confiance. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au début du modèle industriel, une entreprise cherchait à délivrer une qualité standard. Et pour délivrer cette qualité standard, elle s'assurait que les moyens de production et donc sa productivité est d'un bon niveau. Et grâce à cela, elle pouvait générer une surface financière, donc de la rentabilité, qu'elle pouvait réinvestir dans de la productivité et de la qualité. Au fil du temps, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout ça c'est vrai, mais c'est réorganisé complètement différemment. Là où la rentabilité était un moyen par le passé, c'est devenu un objectif aujourd'hui dans les entreprises. Donc c'est la course à la rentabilité, à la profitabilité court terme, où on doit s'assurer de délivrer des ressources à des parties prenantes, à des associés, à des actionnaires. Eh bien, il y a nécessité de repenser son modèle économique différent en étant véritablement dans des logiques qui se transforment avec une sortie en fait de ce modèle financiarisé
Et donc, il faut sortir de cette impasse entre une bascule entre l'ancien modèle fordien et ce modèle financiarisé. Donc, c'est véritablement une transformation qui est à opérer avec ce modèle industriel qui n'est plus valable. Et donc, c'est pour ça que l'EFC s'est mis en place avec un double objectif, en fait, qui est à la fois de concilier le développement économique, le développement social et le développement environnemental. Donc, l'idée, c'est de travailler un peu les trois éléments de concert sur une vraie logique de trajectoire, sachant que, on avance sur un petit pas sur l'un, sur un petit pas sur l'autre, etc. L'idée étant véritablement, tout en étant dans une logique véritablement de rentabilité économique, de proposer à ses clients, de proposer à ses partenaires une véritable performance d'usage qui doit, au fil de l'eau, se rapprocher le plus possible de la valeur économique. Donc, c'est vraiment ça qui est la clé de l'EFC. C'est vraiment ce triptyque de conciliation entre les trois éléments. Donc, on n'est pas que sur la RSE, on n'est pas que sur une transformation du modèle économique, on n'est pas que sur une transformation du modèle social. On essaye de conduire et de transformer de concert ces trois dimensions-là progressivement, toujours dans une logique de modèle économique préservé, transformé et évolutif. Voilà un petit peu la définition qu'on peut donner de l'EFC. C'est l'idée de, alors c'est un petit peu une boutade, mais c'est de travailler mieux pour gagner mieux. Voilà, donc c'est quelque chose qui se met en place très progressivement aujourd'hui dans les entreprises. Voilà, c'est quelque chose qui est émergent dans nos secteurs numériques. Peut-être que vous n'en avez pas encore entendu parler. On le voit beaucoup dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est là que c'est en train d'émerger le plus possible. Mais c'est un modèle qui n'a pas de frontières aujourd'hui et qui peut concerner tous les secteurs économiques. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière de concevoir le développement de son activité. Donc, voilà un petit peu la définition. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle l'effet utile qui est proposé par la solution. On doit penser directement la dimension du bénéfice direct pour le client, pour les équipes, pour les collaborateurs, pour les partenaires. C'est vraiment du spécifique puisque c'est pensé au cas par cas. Et puis, on est vraiment dans une logique contributive. Et tout ça se fait sur une idée de vraiment, dont on évoquait tout à l'heure, de collaboration, de contractualisation. On est vraiment dans l'idée de construire un contrat avec l'ensemble des parties prenantes en fonction, dans l'idée de co-concevoir et de travailler ensemble sur l'obtention d'un résultat. Donc, c'est vraiment cette idée-là qui se fait et la facturation se fait aussi sur cette idée-là. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire par rapport à l'EFC. C'est vraiment, je dirais, une ébauche et Isabelle est vraiment la grande spécialiste du sujet. Donc, je viens vraiment en relais par rapport à cette intervention en direct. Hein, c'est ça le plaisir du direct. Mais vous dire simplement effectivement que on est sur une entrée qui est véritablement un usage responsable. Et donc, on va avoir différents points d'entrée pour pouvoir travailler cette dimension-là. On va être dans une logique de construction de son offre à partir des besoins réels. Et donc, ça suppose un dialogue permanent avec son client pour pouvoir vraiment partir des besoins, des irritants, des attentes, etc., pour pouvoir construire l'offre. Quand on va construire son offre, intégrer la dimension RSE et intégrer effectivement tous les impacts de l'environnement et du social. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième dimension. Tout ce qui est très important aussi dans l'EFC, c'est vraiment la dimension immatérielle, c'est-à-dire tout ce qui va être prestations intellectuelles, tous ces éléments-là qui sont finalement des éléments qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en avant et de valoriser. Tout à l'heure, quand Isabelle vous parlait de l'exemple de l'entreprise où on a mis en avant le fait que certains collaborateurs avaient passé du temps, avaient été efficaces, etc. Voilà, tout ce qui est valorisant par rapport aux ressources immatérielles et fondamentales. Et puis, c'est vraiment l'intention d'être dans une logique de coopération avec l'ensemble des parties prenantes qui est un élément clé pour que ça puisse fonctionner. Donc, vous voyez bien, on est sur des choses qui sont complémentaires et qui ne se font pas du jour au lendemain, qui peuvent se faire de manière extrêmement progressive. Donc, l'idée, c'est vraiment c'est ce que disait tout à l'heure Isabelle, et je réinsiste, d'être vraiment dans une logique de trajectoire pour arriver véritablement sur cette transformation à terme du modèle économique et d'évolution. Voilà, donc c'est vraiment ça. J'avais un peu précédé la slide d'après, mais c'est vraiment ça. C'est le cheminement au fil de l'eau, de l'itération. J'agis sur un levier, j'agis sur un autre, etc. C'est pas une grande décision stratégique qu'on va prendre dans un coin de bureau et qu'on va prendre tout seul en tant que dirigeant. C'est vraiment tout un collectif
qu'on va pouvoir intégrer. Et c'est plein de petites actions, plein de petites d'activités, collaboration au quotidien qui vont faire que ça va avancer. Il n'y a pas une méthode, sinon ce serait tout simple, ce serait trop bien en disant voilà la recette, chers amis entreprises, chers entrepreneurs du numérique, pour pouvoir le décliner dans votre entreprise. Voilà le mode opératoire, c'est extrêmement facile. Non, c'est absolument pas le cas. Donc ça veut dire que ça suppose dans chacune des entreprises de devoir regarder, étudier où vous en êtes, pouvoir discuter, et peut-être que vous avez des leviers, des verrous qui ne sont pas les mêmes à travailler, peut-être que vous avez des irritants de départ qui ne sont pas les mêmes, et donc au fil de l'eau, ça se construit avec chaque entreprise de manière très progressive. Souvent, ça part du dirigeant, mais pas que. Ça peut aussi partir du client. Et donc, ça se construit très, très progressivement. Et puis, on évoquait la dimension immatérielle. Et c'est vraiment le sujet, puisque ça vient vraiment des parties prenantes et d'ensemble des personnes qui composent cet écosystème. Donc, voilà un petit peu l'idée en termes d'anticipation. Donc, on n'est vraiment pas dans une rupture par rapport à un modèle existant en disant c'était super, j'avais un modèle économique, et à se dire je suis dans une bascule et je vais aller vraiment sur ce modèle-là. C'est vraiment l'idée de très progressivement y aller et avancer. Donc, vous avez déjà dans votre environnement très probablement agi sur un levier, un autre, etc., sans forcément vous rendre compte que vous étiez en train de faire l'EFC. Vous faisiez peut-être de l'EFC à l'insu de votre plein gré, comme on dit. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée qu'il faut vraiment intégrer. Et puis, en plus, ça tombe bien, puisque vous avez eu quelques coupures de connexion, etc., et que peut-être vous êtes passionné par ce sujet-là, et que c'est un sujet vraiment qui est en émergence et qui est en train d'arriver dans différents secteurs et pas encore forcément dans le nôtre. Vous avez quelques ressources qui vous sont mises en ligne et qui vous permettent très rapidement d'aller plus loin pour identifier et pour mieux comprendre ce qu'il en est. Je vous invite à les regarder parce que vous en avez certaines qui sont une première qui est un peu introductive, un peu culturelle, sur les limites du modèle industriel. Vous avez un acteur clé en région, souvent dans les différentes régions, qui travaille sur les questions de l'EFC, qui est l'ADEME. Et donc, vous avez une vidéo qui est faite par l'ADEME. Et en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs, et au-delà, puisque Niortec, c'est le reste du monde, vous pouvez éventuellement regarder effectivement ce qui est produit par les ressources de l'ADEME. Vous avez à la fois des vidéos, vous avez des documentations qui sont extrêmement intéressantes. Et puis, vous avez l'EFC illustré en vidéo, qui peut être extrêmement intéressante pour vous, pour voir des exemples d'entreprises qui ont mis en place des démarches. Ça peut vraiment vous aider à avancer. Et puis, si vous n'avez rien à faire le 22 et le 23 septembre, vous avez les universités de l'EFC qui se tiennent et qui se tiennent également en mode. Voilà ce qu'on pouvait vous dire par rapport aux différentes thématiques. Merci Christine, merci Isabelle. Donc, et désolée de ces soucis techniques. Avant de clôturer, moi j'ai une question. On a beaucoup parlé de prévoyance environnementale, notamment sur ces live sessions. L'ESPN est engagé dans un programme dédié à la sobriété numérique, avec une question qui est la mesure du retour sur investissement pour les entreprises. S'engager dans des démarches vertueuses, écologiques, sociales, sociétales. Comment est-ce que demain on va pouvoir mesurer le retour sur investissement? Est-ce que tu penses que l'économie de la fonctionnalité est un élément de réponse? Oui, je pense que c'est un élément qui peut contribuer dans la durée véritablement à accompagner les entreprises sur ce volet-là, puisque ça va vraiment être une transformation du modèle économique. Et donc, on va à la fois avoir une sécurisation, je dirais, en termes de modèle économique, mais de manière de travailler. Donc, on va être dans quelque chose qui sera très ancré, en fait, par rapport à votre business, à votre écosystème d'affaires, à votre manière de travailler, à votre manière de collaborer. Donc, commencer par la sobriété numérique, finalement, et par la dimension environnementale, c'est un point d'entrée possible sur lequel vous allez pouvoir agir. Et ce qui est important pour vous, c'est de vous dire, c'est bien, mais ça suffit pas. J'ai répondu peut-être à une contrainte qu'avaient mes donneurs d'ordre, j'ai peut-être répondu à une contrainte qu'avaient mes clients, etc. Et c'est une des briques, un des éléments sur lesquels je peux agir. Et ce qui est important pour moi, c'est de l'avoir vraiment comme un des jalons possibles, comme un des maillons qui va me permettre très progressivement de travailler autrement et de renforcer vraiment la relation et la confiance avec l'ensemble de mes clients, partenaires, etc. Et on l'a bien vu, et c'est pour ça aussi que Necoe
que Necoe s'engage aussi sur ces accompagnements économie de la fonctionnalité, puisque c'est bien une approche centrée besoin utilisateur. Quels sont les irritants, de quoi a besoin le client ou en tout cas l'utilisateur, et comment est-ce qu'on développe par itération la réponse qu'on peut lui proposer, sans ajouter des choses qui seraient superflues et qui viendraient alourdir le modèle. Donc c'est effectivement des choses dont on a beaucoup parlé sur les différents webinars ou tables rondes des live sessions, dont on parle évidemment beaucoup sur les sujets de sobriété et de responsabilité numérique, ou quel est le sens de notre action, quel est l'impact qui répond le plus justement aux besoins, sans fioriture inutile. Voilà. Ouais, juste pour effectivement préciser par rapport à ce que tu dis, Lisa, effectivement, on est vraiment dans une logique de trajectoire avec des itérations. Et on retrouve des éléments centrés usage, pensée design et autres, puisque l'idée, ça va vraiment être d'essayer, d'itérer et d'être dans une relation extrêmement étroite avec le client. Je mets en place, je teste, j'évalue, je repars, etc. Donc, on est vraiment dans cette construction très, très progressive pour arriver au final au modèle qu'on souhaite avoir. Donc, on est vraiment dans cette double démarche, complètement. Donc on peut dire que c'est aussi donc ce modèle de co-construction dont on entend beaucoup parler, et je sais qu'Isabelle là nous fait part en chat de ça. Il faut que ce souhait de sobriété soit partagé avec le client aussi. Il faut que cet engagement, ce nouveau paradigme, ce nouveau modèle économique soit partagé avec le client pour pouvoir co-construire et consolider le business de l'un et de l'autre. Absolument. Client, équipe, partenaire, sous-traitants, fournisseurs, etc. C'est quelque chose qui se construit vraiment sur toute la ligne. Et pour les professionnels du numérique, alors nous, on a l'intuition au sein du SPN que c'est vraiment quelque chose vers lequel il faut aller, et de toute façon qui arrive et qui est là. Tu nous conseillerais quoi? On est parti sur de la sensibilisation déjà pour, au niveau des dirigeants, faire connaître l'initiative. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh ben, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement dans un premier temps de commencer à regarder ce qu'on avait évoqué en termes de benchmark, tout ce qui se fait, etc., pour vous inspirer. On va vraiment être en pensée design, donc aller un peu explorer ce qui existe, ce qui se fait, etc., pour vous inspirer. C'est quelque chose qui est émergent, et en particulier dans notre secteur à nous. Donc, les choses sont en train de se construire. Donc, le SPN est en train de travailler sur ce sujet-là. Necoe travaille sur ce sujet-là aussi. Donc, c'est des partenaires qui ont l'habitude de se croiser. Il y a des acteurs aussi en région qui travaillent sur ces questions-là. L'ADI est impliqué, l'ADEME, la région. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de travailler, de se mettre en place. Donc, les choses vont arriver. Les dispositifs vont arriver. On va certainement passer par des phases de sensibilisation. On aura très probablement des phases d'expérimentation qui vont se mettre en place. Et donc, il faut être proactif, regarder ce qui se passe. Et je pense que le SPN et Necoe peuvent être des portes d'entrée pour pouvoir regarder ce qui va se passer et peut-être vous intégrer dans un programme de sensibilisation, être accompagné peut-être à titre de votre entreprise sur de l'expérimentation et partir sur des programmes variés qui peuvent vous embarquer dans l'aventure de l'EFC en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas tout de suite se faire tout seul, qui nécessite d'être accompagné par des tiers extérieurs, mais aussi de voir ce que font les autres. Donc, c'est vraiment d'être en ouverture et puis d'oser, d'expérimenter, de commencer à faire des choses. C'est vraiment ça qu'on peut vous recommander, qu'on vous conseille fortement. Merci beaucoup Christine. Alors effectivement, on échange pas mal avec l'ADEME sur les sujets sobriété numérique, et on parle aussi économie de la fonctionnalité. On est persuadé qu'il y a un accompagnement qui est à proposer aux professionnels du numérique et plus largement aux professionnels, aux dirigeants d'entreprises d'une façon générale au niveau des territoires et partout en France. L'économie change. Et donc, il va falloir s'adapter, donc par de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement, et puis des actions collectives comme on peut en mener dans les clusters, que ce soit à Orléans, à Niort, à Angoulême, à La Rochelle ou d'autres régions de France. Le webinar arrive à son terme. Donc merci à toutes les deux. Isabelle, vraiment, on aura le plaisir de reprévoir des interventions à Niort Tech, et on retransmettra et on filmera avant. En tout cas, bravo Christine pour avoir repris aussi le relais comme ça, et merci. Le prochain webinar
sera à 15h40, si je ne me trompe pas. Donc, dans la thématique éthique et numérique, Frédéric Daniel et Julie Vallée vont nous parler de faire face à sa prochaine crise cyber. Donc, encore un chouette programme à venir. Merci aux organisateurs, merci aux intervenants et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci Lisa, à bientôt. Salut!